ce jour, nous sommes à l'ONG Jeunesse Active TV. Nous aurons la chance, je dirais, la joie d'avoir un temps d'échange avec le président Mansa Ousmane Kamara. Shalom président. Salut Eric. Comment allez-vous? Très très bien. Un bout de temps, quelles sont vos activités actuellement? Nos activités actuellement, il faut dire que cette année, on a décidé de nous consacrer totalement à la cause sociale. Nous sommes repartis sur le terrain et l'ONG Jeunesse Active s'est réactivée. Et c'est activé, je voudrais dire aussi. C'est réactivé surtout, parce qu'on était très actifs avant. Oui. Et bon, on a résolu de suivre la paix, de suivre tous les mécanismes qui pouvaient nous permettre de consolider la paix en Côte d'Ivoire, notamment la question électorale, qui nous coûte très cher chaque année. Et donc, depuis 2010, si tu te souviens, depuis notre première mission d'observation électorale, nous avons continué à observer toutes les élections jusqu'à aujourd'hui. Mais nous nous sommes rendus compte que, quelles que soient les recommandations que nous faisons, quels que soient les rapports que nous envoyons aux différentes entités avec lesquelles nous travaillons, rien ne change. Donc, nous avons décidé de revenir sur le terrain et puis donner de la voix aux populations. Président, si on veut changer, si on veut parler du terrain, il y a une ordonnance qui fait le buzz dans ces temps-ci, l'ordonnance 2024 368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Président, pour nous recueillir votre avis là-dessus. Bon, vraiment, la question est la bienvenue. Je suis venu avec l'ordonnance et vous l'avez ici. Vous pouvez compter le nombre de pages que ça constitue et c'est une très, très longue lecture. Et pour quelqu'un qui n'a pas un minimum de niveau, surtout qui n'a pas de connaissance des choses juridiques, c'est même très difficile de comprendre. Mais vous voyez, nous entendons tous parler de l'ordonnance. Il a été décrété depuis juin 2024. Et bizarrement, et moi, c'est maintenant que j'apprends ça, qu'une ordonnance peut abroger une loi. Une loi est quelque chose qui est voté par l'Assemblée nationale et qui passe au journal officiel après. Mais comment se fait-il qu'une ordonnance signée par le président de la République puisse abroger une loi? Parce que c'est ce que cette ordonnance-là dit dans un certain de ses articles. Eh bien, notre avis là-dessus, c'est que nous sommes peinés et nous sommes déçus. À la limite, moi, je pourrais dire que je suis dégoûté. Dégoûté. Oui, dégoûté. Parce que quand je regarde sur les années depuis 2010, la facilité avec laquelle les députés ont pu voter des lois pour augmenter leur propre salaire, pour arranger leurs conditions et tout, et ces députés-là qui disent parler au nom des populations se retrouvent à l'Assemblée nationale et qui puissent voter. Parce que j'ai appris que ça a été voté finalement à l'Assemblée nationale et que c'est en phase d'être voté par le Sénat. Je me suis dit, mais comment on peut se permettre de voter une loi liberticide? Waouh! Elle est liberticide. Et il faut que nous ayons le courage de le dire. Voici des lois qui vont venir encadrer la vie des organisations de la société civile, mais il y a des articles qui font rentrer la question pénale À l'intérieur. à l'intérieur. Revenez sur ces articles-là, c'est possible. Oui, bon, je sais pas, ça va être un peu long à citer, mais il y a un certain article qui dit que, d'abord, on donne le pouvoir au Conseil des ministres de dissoudre des organisations de la société civile. On ne passe plus par la justice. La justice peut dissoudre, mais on donne le pouvoir au Conseil des ministres. Et ils ont utilisé un terme, par exemple, pour dire que si une organisation de la société civile jette le discrédit sur les institutions politiques, à partir de ce moment, en Conseil des ministres, cette organisation-là peut être dissoute. Mais qu'est-ce que ça veut dire jeter du discrédit sur des institutions politiques?
on définit les institutions politiques par quoi? Qu'est-ce qu'on entend par institution politique? Et qu'est-ce qu'on entend par jeter du discrédit sur les institutions politiques? Vous voyez, on laisse des choses vagues, on dit des phrases qui sont vagues et qui sont interprétables à toutes les sauces. Alors, quand on ne sera pas content avec quelqu'un, on va considérer que cette personne-là aura jeté du discrédit sur l'institution. Et quand on est content avec d'autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on ne dit rien, comme on le voit aujourd'hui. Donc pour nous, c'est très, très dangereux parce qu'on donne le pouvoir à des ministres, à des citoyens comme nous, sans passer par la voie de la justice pour décider de qu'est-ce qui est un discrédit ou pas, et puis de dissoudre une organisation qui s'est mise en place, alors qu'on dit que la liberté d'association est libre en Côte d'Ivoire. Exactement. Il n'y a pas de condition. Quelque chose qui est libre. Maintenant, on te dit que quand c'est dissous, qu'on constate la continuité de l'activité pour laquelle on a dissous cette organisation, ceux qui se font les acteurs de la continuation de l'action en question peuvent être condamnés à des peines de prison. Donc, on entend quoi par là? On n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. Que ce soit vrai ou faux, permettons à la justice de trancher. Mais si le gouvernement décide que c'est faux et que c'est du discrédit, alors que tu te trouves dans ta raison et qu'on dissout ton organisation et que tu persistes, on va te mettre en prison. On t'arrête, on te met en prison. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu dis est vrai ou faux. C'est pour ça qu'il faut définir clairement qu'est-ce que jeter le discrédit sur une institution. Donc, c'est trop vague. Et ça peut donner voix à beaucoup de choses. C'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore. Exactement. Et malheureusement, ceux qui décident de ce type de loi oublient que ils sont dans des positions qui sont passagères. Demain, ils ne seront plus au pouvoir. Et alors là, ceux qui seront là, s'ils décident d'appliquer cette loi-là à la lettre, ça va être chaud en Côte d'Ivoire. Donc la société civile, désormais, a comme un bâton sur sa tête. Sur sa tête. Par exemple, dans l'ordonnance, il est dit qu'il est donné 12 mois depuis juin 2024 à toutes les organisations de la société civile de se conformer à toutes les nouvelles exigences. Par exemple, toutes les organisations doivent produire un manuel de procédure de gestion en interne. Et tous ceux qui savent ce qu'est un manuel de procédure, même en entreprise, ce sont les juristes de l'entreprise ou bien l'avocat de l'entreprise qui le prépare. Exactement. Nous le savons tous. Et c'est exigé au SA et non au SARL et consorts. Ça veut dire que ça est une SA à quel capital? Vous connaissez vous-même la nature des associations que nous avons. La grande majorité de nos associations sont des associations de nos mamans dans les quartiers, dans les villages. Exactement. Qui se mettent ensemble, elles donnent un nom à leur union, ça devient une association du village. Très souvent, tout ce qu'elles font, c'est de faire une petite déclaration ou bien un courrier chez le préfet pour dire qu'ils existent. Et on tient compte d'eux et les politiques savent le nombre d'associations qui existent comme ça, qui n'ont aucun document, mais qui travaillent à la cohésion sociale, à l'équilibre social, à l'entraide entre les femmes, la solidarité. C'est ce qui fonde le socle de la stabilité de ce pays-là. OK, on ne les a jamais invitées, on n'a jamais fait de facilité pour elles, pour qu'elles puissent... se mettre à jour. Même pas se mettre à jour, exister moralement, devenir des personnes, des entités morales, juridiquement constituées. Il n'y a aucun accompagnement qui est offert. Maintenant, on vient exiger. Mais dans l'exigence qu'on met, il y a l'obligation de siège. Mais la plupart des associations de nos mamans, elles n'ont pas de bureau. Elles ne savent même pas lire et écrire. Peut-être c'est la petite du quartier, la petite qui est déscolarisée, qui a été au CM2, souvent en 3e, qui fait office de secrétaire. Elles se réunissent tantôt chez l'une des mamans du quartier aujourd'hui, demain chez l'autre. C'est comme ça que ça marche. Ou bien quelque part dans le quartier. Donc, quand on leur exige aujourd'hui un siège, on leur exige un manuel de procédure, tout ça, c'est coûteux. Qu'on vienne nous dire combien ça coûte
d'établir un manuel de procédure avec un juriste ou un avocat. Et puis, on nous dira si nos mamans-là peuvent le payer. Souvent, ce sont des associations qui se débrouillent entre elles, elles font des entraides. Toutes leurs cotisations durant toute l'année ne dépassent pas souvent 150 000 ou 200 000. Toutes les actions qu'elles vont poser ne vont pas dépasser, pour celles qui sont les plus prospères, 400 ou 500 000 francs l'année. Exactement. Mais pour établir un manuel de procédure, il faut combien? Et puis, ces 300, 400 000, ils viennent de quelles ressources? Les gens sont pauvres. Les gens n'ont pas d'argent. Donc, je ne vois pas du tout la nécessité de ce genre de... On pourrait l'exiger, par exemple, des ONG qui reçoivent des fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État donne de l'argent à certaines organisations de la Les société civile, ONG d'utilité voire publique. d'utilité publique, par exemple, c'est tout à fait normal que l'État cadre et serre les vis pour être sûr que l'argent qu'on donne est utilisé à bon escient. Mais pour les autres, la grande majorité, je pense que c'est un peu aller trop loin. Voilà. On vous voit aussi sur le terrain, comme vous l'avez dit, aux côtés des femmes, au niveau d'Abobo, au niveau des populations déguerpies, au niveau du marché de Sipores 1, au niveau des populations déguerpies de Port-Boué. Président, revenez un peu là-dessus. D'abord, je suis passé par un moment de ras-le-bol. Et puis, la révolte a commencé à s'installer. Et quand j'ai commencé à sentir cette révolte-là grandir, je me suis dit, moi qui ai une situation plus ou moins aisée, si je suis révolté à ce point, qu'est-ce qu'il en est alors des populations, de l'Ivoirien lambda? Nous savons tous les conditions dans lesquelles nous vivons. Et moi, je fais partie de ceux qui avons voté pour le président Alassane Ouattara en 2010. Et bon, souvent, je rigole avec des gens. Quand je parle de ça, je dis, moi, j'ai voté pour Alassane Draman Ouattara en 2010, parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Et puis, c'est Alassane Ouattara qui me dirige. J'ai dit, moi, je trouve un peu bizarre. On dirait qu'ils ont changé le gars entre-temps, parce que les promesses de 2010, là, un toit pour chaque Ivoirien, du travail, la santé, l'accouchement gratuit. Bon, honnêtement, on se demande dans quel pays ça se déroule. Mais ce n'est pas chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Vous êtes la voix des sans-voix, alors? Oui, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas histoire d'être voix des sans-voix. Je suis ma propre voix déjà. Il faut que nos dirigeants, et je pense que le président Alassane Ouattara a ce devoir-là, il nous doit de nous laisser un pays en paix, un pays où les lois et les règles sont respectées par tout le monde et tout le monde est traité de façon égale. On ne peut pas appliquer des lois sur certains citoyens et ne pas l'appliquer sur d'autres. On ne peut pas faire des facilités pour certains citoyens et priver d'autres citoyens des mêmes privilèges qui relèvent de l'ordre public. Donc, pour moi, il est vraiment question que le président Alassane Ouattara invite aussi bien, je ne parle pas du gouvernement même, les personnalités de son parti politique, parce qu'il est le président du RHDP, et tous les autres responsables de partis politiques. Il est temps que les politiques prennent les Ivoiriens au sérieux. Il est temps qu'ils nous prennent au sérieux. Et pour qu'ils nous prennent au sérieux, il faut qu'on dise ce que nous avons sur notre cœur. C'est pour ça que vous La allez... liberté d'expression. La liberté d'expression. Quand ils ont cassé Boribana, nous avons aidé une dizaine de familles à se reloger. Les parents que nous avons qui habitaient là-bas, ils sont nombreux qui pèsent aujourd'hui sur le cou de d'autres parents. Après, ils ont cassé Atekoubé. Pareil, des amis se sont retrouvés dehors et des gens viennent toujours vers d'autres personnes, d'autres amis pour pouvoir les aider parce qu'ils ont tous été surpris. Et là, le plus grand choc pour moi, c'est quand ils ont cassé le quartier abattoir à Port-Boué. Voici un quartier où, durant la campagne municipale qui est passée, je faisais partie de la liste du docteur Emou Sylvestre. Je ne suis pas du PDCI.
Mais étant un habitant de la commune de Port-Bouët, j'ai été invité à participer à cette liste et pour moi, j'ai vu que c'était un honneur. Et comme le quartier abattoir est là où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de parents, où j'ai le plus d'impact et d'influence, j'ai décidé de travailler sur cette communauté-là. Et il y a une question qui revenait incessamment. Ah, on a les rumeurs que ici ça va être cassé. Et je leur ai dit, bon, un bon citoyen, quelqu'un qui connaît un minimum de droits, j'ai dit, même si ça va être cassé, tant que ce n'est pas signifié officiellement, De manière officielle. ce n'est que des rumeurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas un quartier à risque. Peut-être que ça relève un certain niveau de précarité, mais ce n'est pas un quartier à risque. Et entre-temps, le maire de la commune de Port-Bouët avait engagé un programme de relèvement de niveau dans les différents quartiers dits précaires, de sorte à sortir ces quartiers-là de la précarité, créer un ensemble d'éléments, faire les routes, les viabiliser, faire les caniveaux et tout ça, et s'assurer que les installations anarchiques disparaissent pour qu'on ait un meilleur aliment des maisons et tout, de commodité pour les populations, pour qu'ils sortent du degré de précarité dans lequel ils se sont mis de Ouais, façon, dans un bien-être. voilà, et pour qu'ils passent à un autre niveau sans forcément changer de cadre. Et le quartier abattoir était prévu pour bénéficier de ce programme-là. Alors, ça a été un choc de voir du jour au lendemain des machines atterrir, descendre dans le quartier, casser les maisons. Et dans une de mes interventions, je disais comme ça que casser des maisons, ce n'est pas ça le problème. Mais ne détruisez pas les vies. Comment on détruit la vie de quelqu'un? Expliquez. On ne te prévient pas. Effet de surprise. Effet de surprise, comme si vous étiez des criminels. Et on vient casser la maison avec vos effets personnels là-dedans. Si tu as de l'argent là-dedans que tu n'as pas eu le temps de prendre, ça va dans la boue, ça va dans le gravat. Les meubles, les télévisions, les ustensiles de cuisine, c'est ça détruire la vie des gens. Et pour nous qui sommes de tradition, moi je suis traditionnaliste africain et j'accorde beaucoup d'importance aux symboles. La plupart de nos mamans, de nos sœurs qui respectent encore la tradition, quand on te marie, on t'accompagne avec ce qu'on dit ton konyomna en malinké. Il y a ton bagage avec lequel tu vas chez ton mari. Mais on s'assure que tu as tous les ustensiles là-dedans pour pouvoir assurer un bon foyer. Tout ce dont une femme a besoin, de la cuisine jusqu'à la toilette, tout est mis ensemble. Et c'est sacré pour beaucoup de nos mamans. C'est ce qui va faire que vous allez voir souvent dans les salons de certaines familles malinquées, ils ont des bibliothèques et ils placent des assiettes, des couverts qui ne Exactement. touchent jamais en guise de décoration. Ce n'est pas de la décoration, c'est une grande valeur. C'est le bagage qu'on a pris pour l'accompagner chez son mari. C'est symbolique. Imagine, on dit tant que ça c'est intact, ton mariage est intact. Donc imagine venir briser ça. J'ai le témoignage d'une dame dont le père était malade, qui n'était même pas à même de marcher. Quand ils ont commencé à casser le quartier, on leur a dit qu'on cassait, elles ne croyaient pas. Le temps d'aller voir et revenir, ils ont dû transporter leur papa dardard de la maison avant que les machines n'arrivent à leur niveau. Bon, on se pose une question. Où était l'urgence? Parce qu'aujourd'hui, à la place du quartier Akwaba, à la place des habitants, ce sont des entrepôts qui sont en train de monter. Ça a été morcelé, ça a été vendu en morceaux, des entreprises privées ont acheté. Ils ne commettent pas de crimes. Hein. On leur donne l'opportunité, ils sont là pour faire de l'argent, ils font de l'argent, il n'y a pas d'état d'âme. Mais l'État qui doit garantir le bien-être de tout le monde, ceux qui sont dans cet État, dans ce gouvernement, je suppose que ce sont des êtres humains avec un cœur, avec une maman, un papa, des femmes, des enfants. Imaginez mettre la famille des autres dans de telles situations. Ce ne sont pas des quartiers de bandits, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des quartiers illégaux. Ce ne sont pas des quartiers qui sont imposés, des quartiers sauvages, comme on voit souvent des installations sauvages dans certains endroits. Non, ce sont des quartiers qui sont habités, les habitants sont reconnus, ils votent tous. Et l'école, vous allez voir aujourd'hui, l'école où les gens votaient, l'école est isolée, il y a les entrepôts qui ont poussé autour, les populations ne sont plus là. Voici le drame
que nous vivons. Et ça écœure. Donc, ça ne peut pas laisser quelqu'un de marbre. De marbre. Sincèrement, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins, leur donner la parole, parce que les gens, depuis qu'ils ont été dégagés, personne n'a été les voir. Et bizarrement, on entend dire qu'ils sont représentés par certaines personnes dans des réunions qui représentent des victimes qui ne sont même pas de la localité, souvent, qui ne connaissent même pas les victimes, eux-mêmes n'ont pas été des victimes. Donc, il y a ce business qui est en train de se mettre en place. Et ça encore, ça prouve la légèreté avec laquelle l'opération a été menée. Ça veut dire qu'on n'a même pas pris le temps de répertorier les populations, de les enregistrer, de les identifier avant de venir casser. On finit de casser, tout le monde est parti. C'est maintenant que vous allez dresser la liste des victimes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il faut qu'à un certain moment, ça s'arrête. L'ONG Active est présente sur le terrain lors des observations pour les différentes joutes électorales qui sont passées. En ce moment, il y a un débat très lourd au niveau de la CEI. On n'entend pas l'ONG Active, qui est membre de la société civile. Que dit l'ONG Active sur le débat de la CEI? L'ONG Jeunesse Active. Jeunesse Active, excusez. La question de la CEI était une question vraiment... Personnellement, comme je dis, c'est comme tous les autres sujets, c'est révoltant. Je me souviens que la dernière fois que nous sommes prononcés sur le sujet, c'est lorsque feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait invité la société civile, les organisations politiques à venir discuter de la question de la réforme de la CEI. Il y a eu quand même quelques avancées à l'époque et une place supplémentaire avait été donnée même à la société civile. Mais regarde ce qui s'est passé. Pendant que nous qui avions participé aux discussions, il y avait un groupe d'ONG qu'on avait qualifié de ONG non membres de plateforme. Il nous a été accordé une représentation au sein de la commission. Mais le temps que nous nous concertions pour tomber d'accord sur qui devait y aller, le gouvernement même allait chercher quelqu'un dans une ONG quelque part là-bas qui n'avait participé à aucune des discussions, qui n'était même pas sur le sujet, qui nous, soi-disant, nous représente là-bas aujourd'hui. Alors qu'on a encore le représentant des ONG non membres de plateforme qui est là. Donc, je veux dire, il y a ce manque de sérieux, ce petit jeu que certains hommes politiques font et qui mettent en danger l'avenir de toute une nation. Souvent, je me dis que durant la crise de 2011, tous ceux qui prennent à la légère cette situation-là, c'est parce qu'ils étaient soit accouchés en France quelque part, ou dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire, ou bien en sécurité au Golfe. Pendant qu'ils étaient tous là-bas au Golfe, protégés par l'armée française et les Nations Unies, nous étions sur le terrain dehors. On était avec nos familles, avec nos populations. On faisait de l'humanitaire. On distribuait du riz, on donnait de la sardine, on donnait de l'huile gratuitement aux familles. Mais c'est venu de quelque part. Et sans compter le nombre de blessés qu'on a traînés. Personnellement, j'en ai transporté un bon nombre devant les portails de l'ONUCI, à Sébroko. Et tous ceux qui étaient là-bas savent que ça tirait très fort dans cette zone-là. Il fallait traverser les balles, aller déposer les malades devant le portail et puis faire vite et quitter. Donc, quand on a vécu ça, on a vu comment le nombre de morts qui gisaient dans les rues. Il arrivait un moment dans certains quartiers, aux 200 000 logements et ailleurs, on était obligé de verser du pétrole, mettre du bois sur des cadavres pour les brûler, pour ne pas que ça fasse des maladies. On ne savait même pas si on allait sortir de cette guerre-là ou pas. C'est fort. Donc, quand on sort de ça, et personnellement, je rends hommage à sa famille, Konaté, qui a reçu, on était assis la côte, il y a une balle qui a sifflé dans mon oreille, la balle l'a pris sur le flanc.
le temps de fuir pour rentrer et se protéger, se sécuriser dans le local de l'ONG à l'époque, à Broma-Côté. Mais je l'ai tenu dans mes bras, il s'est vidé de tout son sang, il est mort entre mes mains. Donc, quand on sort de ça, qu'on voit aujourd'hui le président de la CEI, M. Cubière, fait du juridisme, les gens sont là, ils jouent avec des petits trucs, oh, on s'en fout, il n'y aura rien, voilà, c'est la loi, c'est ceci. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il est temps que les politiques permettent aux populations de respirer. Il est temps qu'on nous libère. Du président de la République à son ministre de la Justice, au président de la CEI et à son RHDP, à tous ces gens qui ne veulent pas entendre raison, faciliter la vie aux Ivoiriens. Vos querelles de positionnement et de prise de pouvoir ne concernent pas les populations. Elles n'attendent qu'une seule chose, que vous permettez à ceux qui veulent se présenter de déposer leur candidature sur la base de conditions sérieuses d'éligibilité et que ceux qui seront retenus comme candidats puissent aller présenter leur projet aux populations. À elles de décider qui va les diriger pour les 5 prochaines années ou 10 prochaines années. Mais il faut qu'on arrête avec ce jeu. Je vous donne un exemple simple. Pourquoi je trouve que ce qui se passe n'est pas sérieux? Et ça, c'est en tant que citoyen, avec mes propres droits. Quand je tape en ligne la Constitution de 2016, la Constitution qui apparaît et qui est logée sur la base de données de la présidence de la République qui sort, que je lis, n'est pas celle... Il y a une grande différence dans certains articles avec celle qu'on nous a présentée en 2016, qu'on a votée durant le référendum. Le cas référendum auquel je n'ai même pas participé parce que je fais partie de ceux qui disaient que si les gens votaient, ça allait permettre au président Ouattara de faire un 3e et un 4e mandat. Pendant ce temps, les mêmes que nous connaissons s'évertuaient à raconter sur les médias que c'était faux, que les conditions étaient réunies pour ne pas que quelqu'un puisse reprendre et que le président n'allait pas faire et ceci et cela. Après, tout le monde s'est dédié. La réalité, c'est que nous ne respectons pas nos populations. Une constitution est votée, elle n'est même pas appliquée pendant 5 ans et on la change. Et quand on la change, on ne passe plus par les populations. Parce qu'à l'intérieur de la Constitution, on a mis qu'on peut changer les articles de la Constitution chaque fois qu'on veut. On a juste besoin de rassembler le Congrès, c'est-à-dire un certain pourcentage de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, c'est fait. Donc, on part d'abord d'un point où le vice-président devait être voté sur le même ticket que le président de la République. Exactement. Maintenant, on a changé en temps la Constitution. Le vice-président n'est plus voté au même titre que le président de la République. Il est nommé. Il est nommé. On part d'un point où, bon, je pense que ça, je ne sais pas si c'est au niveau de la Constitution ou dans les conditions d'éligibilité, une histoire où la caution était à 20 millions. Bizarrement, on passe à 50 millions. Sur la base de quoi? Ajouter le parrainage. Sur la base de quoi on passe de 20 millions à 50 millions? Le SMIC en Côte d'Ivoire, il est de 75 000. Faites la division. 75 000. Faites la division. Ça fait combien de fois la caution qui est exigée? Le Ghana, qui est un exemple de démocratie, au moins notre voisin immédiat. Vous savez, la caution au Ghana, c'est combien? 5 millions de francs CFA. Ou bien les Ivoiriens sont différents du Ghana, ou bien des Ghanéens. Ou bien nous sommes plus intelligents que eux. La commission électorale au Ghana, jusqu'à moins de 2 mois, 3 mois des élections, ils étaient encore en train de faire qu'on appelle ça... La révision. La révision, l'inscription. Ils ont même fini, et sur la demande d'un mouvement politique particulier, ils ont même fait une prolongation. Après avoir fermé, hein, ils avaient ouvert encore pour les jeunes majeurs et tout ça qu'ils voulaient, et les gens ont afflué. Je vais dire quoi? Quand on veut faire les choses correctement, on peut les faire. Nous en avons les moyens. Il faut qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. On n'a pas fini avec la question de la caution à 50 millions maintenant. On a un SMIC à 75 000 en Côte d'Ivoire. Caution 50 millions de francs CFA. C'est ce rapport-là qu'il faut faire.
et on vient nous parler de parrainage. Vous-même, qui êtes un expert en communication, si je vous demande comment le parrainage se fait à ce point-là, vous ne pourrez pas me le dire. Ce que j'aurais entendu, j'attends de bien vérifier, on me dit qu'il faut avoir 1% de l'électorat de 50% des régions et des districts. Des districts. Bon, où est la limite entre les districts et les régions? Les districts ne sont pas des circonscriptions électorales puisque les gouverneurs des districts sont nommés par le président de la République. Exactement. Donc, ce ne sont pas des circonscriptions électorales. Comment on peut introduire ce terme-là dans la question électorale qui concerne les circonscriptions électorales? J'aurais au moins compris pour les régions parce qu'on a des conseils régionaux. Alors, est-ce que 1% de l'électorat d'Abidjan, c'est 1% de l'électorat du Folon? Tout le Denguélé mis ensemble, la population, hein, je ne parle pas d'autres choses. La population seulement, c'est autour de 450 000 à 460 000 personnes. Toute la population, je ne parle pas des électeurs. La population d'Abidjan est autour de 6 millions. Autour de 6 si ce n'est millions. pas plus. Est-ce que 1% de 6 millions et 1% de 450 000, c'est la même chose? Et Non. quand je parle de Denguélé, je parle de Folon et je parle de Kabadougou. Kabadougou. Ensemble, et peut-être une autre région. Ils ont tellement divisé que nous sommes confus. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce n'est pas fondé sur une base logique qu'on peut mesurer. C'est aléatoire. Donc, on donne toujours la largesse à la commission ou bien à d'autres institutions, d'instances de décider qui est candidat, qui ne l'est pas. Parce que tu ne peux jamais mesurer si tu atteins le 1%, forcément. Ça, c'est un. Au Ghana, par exemple, ils ont le parrainage avant nous. Au Ghana, ils ont 261 districts administratifs. Et pour les 261 districts administratifs, le parrainage concerne 2 signatures par district. Ça fait 2 signatures par district. Ça veut dire quoi? Si tu vas voter, au moins tu auras ces 522 voix. Pour dire qu'il faut que au moins 2 personnes par district dans le pays te connaissent. Attends, c'est mesurable. Les gens savent comment s'organiser. Et aux dernières élections ghanéennes, ils étaient 13 candidats. Malheureusement, paix à son âme, Akua Donkor, elle est décédée durant la campagne. Donc, à la fin, ils étaient 12. Mais ça s'est très bien passé. Aucune suite, aucune crise post-électorale, rien du tout. Il y a eu quelques tentatives. Si les gens vont en ligne, des tentatives de tricherie, ça va toujours exister. Même dans les pays comme les États-Unis, il y a Donald Trump qui n'a toujours pas reconnu sa défaite, son ancienne défaite. Donc, je veux dire que ce n'est jamais parfait. On n'attend pas de perfection, mais on attend au moins de nos dirigeants de mettre en place des conditions qui soient respectueuses des populations. Toi, si tu veux devenir président demain, tu dois pouvoir prendre et puis ne pas avoir d'obstacles. Quand il ne peut pas avoir d'obstacles, 5 millions et 20 millions, la différence est grande. 5 millions au Ghana, 50 millions en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons le même PIB. Le Ghana a une plus grande population que nous, un plus petit territoire que nous. Mais nous avons le même PIB. Mais au Ghana, on exige 5 millions. Chez nous, aujourd'hui, on exige 50 millions. Voici des sujets que les partis politiques devraient soulever au lieu de rester distraits avec cette histoire de liste électorale. C'est bon de se battre là-dessus, mais il y a des combats qu'on peut gagner entre-temps. Et tout ça va participer à créer un espace de paix pour les Ivoiriens. Parce que tout ce que les Ivoiriens demandent, c'est la paix. C'est la tranquillité, la quiétude, la sécurité pour eux et leurs enfants. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette histoire de CEI. J'essaie de me tenir un peu loin du sujet parce que c'est trop politisé et je ne veux pas qu'on assimile ma démarche à une démarche politicienne. En tant que membre de la société civile, c'est ce que je peux dire sur le sujet. En tant que membre de la société civile, vous désirez la paix pour les populations. Et si on revient toujours sur ces mêmes CEI, le président Laurent Gbagbo n'y figure pas. Le premier ministre Soro Guillaume, pour vous, est-ce que cela peut entraîner la cohésion sociale? Cela peut continuer de permettre de faire perdurer la paix dans cette nation? Parlant de la paix,
Comme je dis, je suis un peu peiné parce que, comme je l'ai dit tantôt, je fais partie de ceux qui ont voté pour, à l'époque, le président Alassane Dramane Ouattara en 2010. Maintenant, c'est Alassane Ouattara. Nous sommes arrivés à cette situation de 2010 à cause de la rébellion. Et nous savons tous qu'il y a eu la guerre pour le fait qu'il n'était pas sur la liste électorale et qu'il ne votait pas. On lui avait refusé le droit de candidater. Eh bien, si pour son compte, les gens ont pu prendre des armes et se battre pour obtenir son inscription, qu'aujourd'hui, il met hors de la liste un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. On dit qu'il ne joue pas ses droits civiques. Moi, je suis désolé. Hein. Chaque semaine, on a le loisir de voir le président Laurent Gbagbo rassembler les populations, leur parler au nom de son parti, au nom de sa candidature. Attends, c'est quoi jouer de ses droits civiques? S'il est condamné pour un crime, alors qu'on le mette en prison, si on l'a gracié, on l'a amnistié, c'est leur problème. Qui nous permettent d'aller vers la paix. Il ne faut pas que le président actuel nous laisse en héritage une autre crise qui risque de plonger le pays dans 10 ans ou 20 ans de retard. Les gens sont omnubilés par tous les ponts et les routes et tout ça. Moi, ça ne m'excite pas. Parce qu'on ne fait que rattraper les années qu'on a perdues en train de nous battre entre nous pour rien. Et ça, les populations n'ont rien demandé. C'était le fait des politiques. C'était le fait de Guy Robert, de Laurent Gbagbo lui-même, de Feu Henri Konan Bédié, d'Alassane Ouattara et tous les hommes politiques de leur génération. Aujourd'hui, le président a plus de 80 ans. Il est grand-père et peut-être arrière-grand-père de certaines personnes. Il veut briguer un 4e mandat. Si jamais il le gagne, ça sera son dernier mandat. Est-ce qu'on doit aller à cette élection et faire couler le sang des Ivoiriens? Blé Goudé, on sait que les jeunes peuvent répondre à son appel. Soro Guillaume, nous savons tous qu'il a dirigé la rébellion et même s'il n'est plus en Côte d'Ivoire, il n'est plus présent à l'Assemblée nationale, que beaucoup de gens ont fait allégeance au président de la République, nous savons tous en tant qu'Ivoiriens qu'il continue d'avoir de la sympathie au sein des forces de l'ordre, au sein de la population. Il a même son parti politique, le GPS. Attends, quand vous rassemblez tous les ingrédients pour qu'il y ait la guerre, il y aura la guerre. Et nous, on ne veut pas de guerre. On parle à nos amis qui sont proches de Soro, on parle à nos amis qui font partie du PPACI, ainsi de suite. Mais il suffit seulement de permettre aux gens d'être sur la liste électorale. C'est leur droit, ils sont des Ivoiriens. Ils circulent librement en Côte d'Ivoire, en tout cas pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il faut qu'on mette fin à cette histoire de crise. Et on parle toujours des 3000 morts qu'on jette au visage de Laurent Gbagbo. Non, il n'y a pas eu que le camp de Gbagbo qui a tué des Ivoiriens. Les deux camps, ceux qui sont descendus du nord, ont tué, ont commis des massacres à certains niveaux. Et ceux qui étaient en bas ici ont tué, ont commis des massacres. Ceux qui étaient armés, nous les tenons tous responsables des 3000 morts. Mais nous, les Ivoiriens, nous sommes prêts à passer à autre chose, qui nous permettent de passer à autre chose. Et les politiques qui ont sous-tendu cette crise qui a fait les 3000 morts, qui sont le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, ils sont tous les deux vivants. Il est temps qu'ils nous laissent un pays en paix. Il est temps qu'ils nous laissent en paix. Il est temps qu'ils nous donnent la chance d'élever nos enfants et de leur donner la chance de réussir, comme nous-mêmes nous avons réussi malgré les difficultés qu'on a connues. Donc, pour moi, la paix ne peut passer que par le pardon et qu'on décide de façon sage de remettre les lignes à zéro pour les politiques. Ça ne sera pas la même chose pour les populations. Mais la façon de mettre tout à zéro pour les populations, c'est leur donner une nouvelle chance de vivre dans la paix. Au moins de connaître une élection paisible, où ce sont les idées qui vont prévaloir et non les menaces et les troubles qu'on voit se préparer déjà. Merci, Président Mansa Ousmane Camara, pour ce temps d'échange. Période de jeûne, période de pardon. Nous prions que la paix soit le partage de nos frères et chers compatriotes ivoiriens et que ce temps de pardon et de partage soit un moment
pour réconcilier les cœurs et pour permettre à chaque Ivoirien de véritablement repenser notre avenir. Encore une fois, merci, Président. Merci, Eric.